Bonjour à tous, bonjour Anna. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis Blandine Chassagne, je suis la créatrice de l'école des petits expats et donc j'enseigne le français à des petits francophones qui vivent à l'étranger. Et toi Anna, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Je suis Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Ce qui veut dire que je travaille avec des parents qui ont du mal à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, donc pour cette quatrième vidéo, on va parler du bilinguisme réceptif. Ça peut paraître un terme un petit peu abstrait et compliqué, mais en réalité, c'est une situation que vivent de très nombreux parents, de très nombreuses familles bilingues. Donc, tu vas nous aider un petit peu à comprendre ce que c'est, pourquoi, quelles sont les causes et nous donner un petit peu des pistes pour solutionner tout ça. Alors, on va commencer par une première question. Donc, le bilinguisme réceptif, qu'est-ce que c'est? Alors, le bilinguisme réceptif, c'est une situation où l'enfant ou quelqu'un qui peut être adulte aussi, qui a été élevé dans un environnement bilingue ou multilingue, n'est pas capable de parler une de ces langues. Donc, ça veut dire que la D'accord, personne ou l'enfant comprend la langue, mais il ne la parle pas. Par contre, il d'accord, parle l'autre langue, donc la langue majoritaire. Et donc, d'accord. il est possible aussi que la personne ou l'enfant soit capable de lire la langue, Mhm. mais comme c'est réceptif, donc en fait, il comprend ce qui est écrit, ce qu'on lui dit, mais il n'est pas capable d'émettre, en fait. Donc, D'accord. et donc, il faut juste faire attention parce qu'il y en a qui disent que c'est le bilinguisme passif. Et en fait, non, ce n'est pas passif parce que pour comprendre, il y a quand même des actions, il y a des choses qui se passent dans le cerveau. Donc, on n'est pas passif quand on Mhm. essaie de comprendre quelque chose. Donc, il y a quand même des petites activations. Et donc, c'est le linguiste suisse François Grosjean qui insiste lourdement. Attention, c'est pas passif. Il ne faut pas déprécier les bilinguistes Oui, réceptifs parce que c'est quelque chose d'accord, qui demande quand même de l'effort. d'accord. Parce qu'on avait envoyé une demande de témoignage sur les réseaux pour préparer cette vidéo, et il y a beaucoup de parents qui ont répondu: Ah bah oui, moi mon fils, il mélange les langues, il commence en français et puis il finit en anglais. Ou alors voilà, quand il connaît pas le mot en français, il le dit en anglais. Est-ce que c'est la même chose? On parle de ça ou c'est un phénomène différent? C'est complètement différent en fait. Parce que Hmm. si l'enfant mélange, ça veut dire qu'il parle déjà cette langue. Donc, Oui. dans une phrase, par exemple, l'enfant utilise deux langues différentes. Et Hmm. l'enfant qui développe le bilinguisme réceptif, ça veut dire qu'il parle presque pas cette langue. Mhm. Donc, il y a Ok, des oui ou des non, mais en fait, il n'est pas capable de faire une phrase. Après, voilà, d'accord. c'est un mélange où l'enfant parle dans la langue majoritaire, donc dans la langue du pays où vit la famille. Et avec l'autre langue, la langue minoritaire, elle est juste de temps en temps, juste un mot par-ci, par-là, et c'est vraiment très peu. Oui, Là, ça peut être un signe justement que l'enfant est en train de développer le bilinguisme réceptif. Mais ce n'est pas la même chose, il faut pas les confondre. d'accord. Et donc, est-ce que tu rencontres souvent ce phénomène parmi les familles avec lesquelles tu travailles? Oui, en fait, c'est assez fréquent. Donc, c'est pour ça que Hmm. je suis rassurée, les parents, que c'est Ouais. quelque chose qui est très fréquent. Et j'ai pas mal de familles justement qui s'adressent à moi parce que l'enfant, il comprend, mais il parle pas. Et en fait, on comprend pas pourquoi. Parce que Mhm. lorsqu'on va en parler, il veut pas, il fait la tête, il veut décider. Et, Hmm. et donc, en général, les parents continuent à parler dans la langue parce qu'ils se disent, bah, c'est quand même, même si l'enfant ne me répond pas, il y a quand même le contact avec la langue. Mhm. Donc voilà, on n'abandonne pas la langue. Et puis, je peux aussi lui fournir un vocabulaire qu'il ne connaît pas encore, ou même développer son vocabulaire, parce que quand l'enfant il est petit, on lui parle différemment quand il est plus grand. Donc, ça veut dire que Mhm. même si l'enfant ne parle pas dans la langue, bah, son vocabulaire, il s'enrichit et son Mhm. niveau de langue, en quelque sorte, se développe aussi. Mhm. Et puis, il y a toujours Mhm. cet espoir hein, que la langue, un jour, va devenir active. Donc, c'est pour ça qu'on continue. Et, Complètement. et toi, en fait, dans ton école, est-ce qu'il y a des enfants qui comprennent le français, mais qui ne le parlent pas? Et Oui. et encore plus, peut-être plus, pas tordu, mais est-ce qu'il y a des enfants qui comprennent le français, qui ne le parlent pas avec les parents, mais qui le parlent avec toi parce que la situation est un peu différente? Complètement. Oui, oui, il y en a beaucoup. Et moi aussi, au début, j'étais surprise parce que j'avais pas de connaissances sur ce phénomène. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de familles. Souvent, ce sont des couples mixtes. Donc, le papa, par exemple, le papa espagnol, la maman française ou l'inverse. Et donc,
C'est des enfants qui sont finalement assez peu exposés au français Mmh. et c'est vrai qu'avec moi, ils parlent français. Alors quand je dis: «Ils parlent», attention, ils s'expriment quand même avec difficulté. Ils manquent de vocabulaire et souvent ils ont un fort accent. Ils ont du mal aussi à faire des phrases un petit peu complexes, voilà, on sent que mais ils Mmh. essayent et c'est vrai que ça peut paraître, les parents sont un petit peu partagés. Ils sont à la fois contents, de voir que leur enfant est capable de d'oser, de se lancer et en même temps, ils sont un petit peu, frustrés parce qu'ils se disent: «Mais pourquoi pas moi? Mmh. Pourquoi il fait pas ça avec moi, Ouais, Comment elle fait?» ouais, Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas toujours la réponse, pour eux, en fait. Mmh. ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que le contexte est différent. Mais Oui, en même temps, c'est très, très important parce que s'ils parlent avec toi, c'est qu'il y a cet effort qu'ils acceptent de faire et après, oui, ils peuvent aussi l'accepter peut-être sous certaines conditions avec les oui, parents. Donc c'est pour ça que oui, c'est très important aussi que la langue soit parlée ailleurs que dans la famille, oui. comme par exemple, dans l'école de langue ou Oui, 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 peut-être qu'il y a moins d'enjeux émotionnels, il y a moins de pression avec moi. Je sais pas, peut-être que je sais pas. Enfin, on ouais, développera ça peut-être, plus ouais, tout tard. à fait. Et donc comment reconnaître, qu'un enfant développe le bilinguisme réceptif? Quels sont les signes? Oui, alors il y a des signes qui ont été définis par la professeure Janice Nakamura de l'université Mmh mh. de Kanagawa au Japon. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça peut permettre aux parents justement de détecter est-ce que mon enfant il développe déjà ou en fait est-ce que c'est bon. Donc en fait, il y a quelques Mmh. signes. Donc en général, les signes apparaissent de façon simultanée, mais pas Mmh. toujours. Donc par exemple, c'est quand l'enfant ne répond pas par des phrases complètes. Il dit Mmh. oui, non ou juste des petits mots dans la langue minoritaire. Ou quand il ne réagit pas de façon spontanée dans cette langue. Ou Mmh. il n'entend pas de conversation de lui-même de façon spontanée dans cette langue. Ou il n'aborde pas de nouveaux sujets. Ou sinon aussi, comme il n'arrive pas ou n'exprime pas ses émotions dans sa langue minoritaire. Donc en fait, il a tous ces comportements dans sa langue majoritaire et pas dans la langue minoritaire. Parce que si l'enfant, il est introverti et il est enfermé, voilà, il est timide, il fait ça même pas dans sa langue majoritaire. Bon, là, on peut pas Oui. dire que c'est les bilinguisme réceptif, c'est Mmh. peut-être juste un stade de développement et puis peut-être c'est aussi sa personnalité. Mais s'il fait tout ça dans sa langue majoritaire et dans la minoritaire, il n'arrive pas, bah, c'est un signe. Et donc, ça veut dire D'accord. qu'avec les niveaux, avec le temps, donc le niveau de l'utilisation de la langue minoritaire baisse et il y a de moins en moins de cette langue dans la vie de l'enfant, en fait. D'accord. Il en parle de moins en moins. Et donc, voilà, donc la langue elle s'affaiblit. En même temps, la langue majoritaire, elle se développe et prend encore plus de place. D'accord. Et donc pourquoi est-ce que le bilinguisme réceptif se développe chez certains enfants? Alors, en fait, c'est pas tout bête, mais c'est parce que le contact avec la langue majoritaire est plus important qu'avec la langue minoritaire. Mmh. Ça veut dire, en fait, donc, c'est des gens qui ont été donnés aussi par une linguiste, Annick Descouvert. Et donc, il y a trop de contact avec la langue majoritaire si on compare avec la langue minoritaire, donc la langue de la famille. Il y a trop peu de stimuli aussi, ou de Mmh. discours directs. Donc, c'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, on lui demande pas assez souvent de nous répondre, de nous parler. On s'adresse à lui, Mmh. mais de façon plus globale, en fait, comme si on ne s'adressait pas vraiment à lui. Il n'y a pas de besoin en fait. Il n'y a pas besoin de Mmh. langue parce que l'enfant sait que sa maman ou son papa comprend très Mmh. bien la langue majoritaire. Oui. Après, il y a trop peu de situations concrètes aussi où l'enfant a Mmh. besoin d'utiliser sa langue minoritaire. Par exemple, bon, il y a, je sais pas, des rendez-vous avec les grands-parents par Zoom une fois par mois, mais c'est pas Mmh. assez. Donc peut-être il faut le faire plus souvent. Mmh. Ou ce qui est possible aussi, c'est qu'il y a une attitude négative de l'entourage. L'enfant voit que quelqu'un n'aime Mmh. pas sa langue minoritaire, par exemple. Donc, du coup, il s'est dit, ah, il y a quelque chose avec cette langue et puis je suis pas à l'aise, donc j'ai pas envie d'essayer. Après, il y a parfois des questions identitaires, hein. Il y a une négation. Par exemple, moi, je ne veux pas être comme, je sais pas, quelqu'un qui parle aussi cette langue, je l'aime pas, je veux pas être comme lui, moi, je suis français ou espagnol ou autre chose. Donc voilà, donc ou parfois c'est juste des associations négatives quand il est allé dans le pays de son papa ou de sa maman, où ça s'est mal passé et donc il a des mauvais Mmh. souvenirs. Mais en fait, du point de vue pratique,
on peut comparer. Donc, on peut voir. Il y a un enfant monolingue qui a, qui a une seule langue et donc il va Mmh. l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de parler, il a besoin de contact. Oui. Voilà, le Mmh. contact. Et on a Mmh. un enfant qui est bilingue, donc il a à sa disposition deux langues. Et donc, Mmh. pour lui, il y a une langue qui est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il passe plus Mmh. de temps avec cette langue. Donc, l'enfant, Oui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il choisit la facilité. exactement. Il n'y a pas de raison, en fait, pour lui de choisir le trajectoire ou le chemin plus difficile. Donc, au début, c'est Ouais. la facilité. Donc, voilà, à l'école ou à la maternelle, il y a la langue majoritaire. Donc, à la maison, bah, je le fais aussi, puisque mes parents Mmh. comprennent. Et ensuite, ce qui se passe, c'est aussi la zone de confort hein, qui est liée Oui, avec la langue majoritaire. Hein. Parce que complètement. il est à l'aise. Il est à l'aise, Ouais. il prend pas de risques, il sait qu'il va se faire comprendre, il va le faire plus vite, en fait, il va parler plus vite, il va raconter ce qu'il veut, c'est un problème, il va pas faire des fautes, il n'y aura pas de critique, personne ne va Mmh mh. l'écouter parce qu'il maîtrise bien la langue majoritaire. Hein. Donc, Mmh mh. c'est ça le problème, en fait. Et donc, ce qu'il faut, nous, en tant que parents, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que l'enfant, il se sente en sécurité. C'est pour ça qu'il Mmh. faut qu'on soit patient, qu'on soit bienveillant, et puis qu'il accepte de faire cet effort. Parce qu'en fait, l'enfant peut accepter de faire un effort, mais pas tout le temps et pas un effort très important. Très important. Mmh mh. Donc en fait, il faut faire tout petit, un petit effort à chaque fois. Et donc après, Mmh cet mh. effort, il s'est plus facile, donc il n'y a plus d'effort. Hein. Et donc Mmh après, mh. ça va de plus en plus. Mais c'est pas Mmh. possible en fait de changer comme ça. Hop, on change et Oui. l'enfant nous parle. Voilà. Donc après, il y a Oui, aussi oui, oui. juste ce qui est important aussi, je pense qu'on l'oublie, c'est que parfois c'est le parent aussi qui contribue au développement du bilinguisme réceptif. Mmh mh. Et Dans quelle de quelle manière? c'est pas pour culpabiliser les parents, mais en fait, si le parent utilise la langue majoritaire plus souvent que c'est nécessaire, Mmh. voilà. Ou par exemple, s'il mélange les langues, donc l'enfant il voit, bah si ma maman mélange, bah moi aussi je peux mélanger, et puis parfois elle oublie et ça laisse à moi aussi dans la langue majoritaire, bah pourquoi je fais de l'effort? Bah je fais comme elle, puisque c'est Ouais. permis, en fait, Ouais. c'est possible. Et Ouais. puis, il y a aussi des parents, ça arrive souvent en fait, et mes parents me disent: «Moi, je n'arrive pas à expliquer des choses» en fait, je peux expliquer des choses compliquées dans ma langue, mais je suis pas sûre que l'enfant comprenne. Donc, je vais l'expliquer quand même dans la langue majoritaire. Comme ça, je Mmh. sais qu'il va comprendre. Ouais, je suis sûre qu'il va me comprendre. Par exemple, quand on fait les devoirs ou quand on explique, quelque chose, bah, ou voilà, c'est important, ou quand on est pressé. Et donc, ça veut dire aussi que l'enfant, il voit, bah, le parent, il fait pas il fait comme moi, bah, du coup, je vais continuer. Ouais. Et il y a aussi, heu, je pense que tu m'as envoyé un témoignage comme ça, où, il y a des parents qui croient au bilinguisme naturel, c'est-à-dire, en fait, ça Oui, vient tout seul. Donc le oui, parent n'a pas besoin de faire de l'effort, il suffit juste qu'il parle, oui, dans la langue à son enfant, et en fait, non, non, parce que n'oublions pas, en fait, que l'enfant a 2 langues au choix. Et donc, oui. c'est pas comme, dans un pays où il y a voilà, il y a une seule langue. Donc en fait, pour moi, c'est surtout la question du sens. Voilà, si la langue a un sens pour l'enfant, il va faire de Mmh l'effort. mh. Mais comme l'enfant sait et il voit que le parent comprend la langue, majoritaire, bah, pourquoi faire de l'effort? Hein? Mmh mh. Et puis tout l'entourage, tous les contacts, tout en fait, Mmh tout mh. l'école, les copains, bah, tout est Mmh dans mh. la langue, majoritaire. Hein. Voilà. Ouais. Donc si je résume, oui, parce qu'on entend souvent que voilà, moi c'est une phrase que j'entends souvent, c'est, «Ah mais il fait pas l'effort de me parler en français, de me répondre en français», mais c'est pas une question d'effort, c'est qu'à au partir d'un moment, enfin au bout d'un moment, ils lâchent tellement prise Mmh. qu'ils deviennent vraiment incapables de s'exprimer, si je comprends bien, ils sont vraiment incapables de Oui, en fait, s'exprimer, après c'est compliqué parce qu'il y a c'est pas quelque chose qui est caché quelque part dans leur cerveau et qui peut mmh. Oui, en fait, c'est compliqué. Il y a des enfants qui veulent on peut pas dire que tous les enfants font pas d'efforts ou que les enfants peuvent pas ou veulent pas. oui, Il y a plein de situations non, différentes. c'est plus complexe. Ouais, mais déjà, on peut pas leur demander pourquoi parce qu'en fait, c'est pas raisonné chez eux. C'est comme ça, c'est Mmh. intuitif. Je parle, bah, Mmh. pour parler, Mmh. bah, je fais quoi? Je parle et c'est plus facile de choisir cette langue, donc je choisis même pas, en fait, ça vient tout naturellement. Oui. Mmh. Voilà, donc parce que c'est plus facile. Après, il y a des situations, par exemple, où l'enfant est seul avec sa grand-mère et là, il n'a pas le choix. Et donc, il fait de Oui. l'effort. Et donc, il va parler la langue minoritaire, même s'il la parle mal, mais il a quand même besoin de Mmh. communiquer.
Et puis voilà, il y a c'est ce qu'on disait, c'est une question individuelle, donc il faut vraiment voir. Il y a des enfants aussi qui veulent pas parce qu'ils bloquent, ils disent: «Moi, j'ai fait des fautes et je ne veux pas faire des fautes», parce qu'il est, par exemple, il est perfectionniste. «Je veux pas faire des fautes et je ne veux plus parler cette langue. Je veux pas essayer parce que on Mmh. me corrige et puis je vois que je prononce pas bien. Ma maman, elle me comprend pas ou elle me demande: «Tu as dit quoi?» Et moi, je fais de la Oui. faute, donc j'arrête. J'aime pas cette langue, ce n'est pas ma langue. On vit en Espagne, en France ou ailleurs Mmh. et donc on parle dans la langue du pays. Et puis, Mmh. ce qui est très important aussi, c'est que la mo pour que l'enfant fasse quelque chose qui lui demande de l'effort, il faut qu'il y ait une sorte de récompense. Mmh. Et donc, ils sont encore trop petits pour avoir une récompense interne, c'est-à-dire: «Ah, je suis content, oh, on m'a compris, je suis contente, Mmh. je suis capable de parler des langues». Donc, ils lui font une récompense plutôt externe, donc c'est une motivation externe. Mmh. Donc, c'est quoi cette motivation? Bah, ça peut être, par exemple, faire plaisir à sa maman ou à son papa. Mmh. En général, c'est ça. Et donc pour l'enfant, cette récompense, elle n'est pas à la hauteur de l'effort Mmh. qu'il faut qu'il se fasse parce qu'il de toute Ouais. façon, il sait que sa maman, elle va l'aimer de toute façon, quelle que soit la Oui. langue qu'il parle. Donc voilà. Et il sait que ça ne change rien dans la relation avec son parent. On Ouais. peut parler comme ça, moi je parle dans ma langue, papa Mmh. ou maman parle la langue, minoritaire, Mmh. donc la langue maternelle Mmh. et voilà. Donc ce qu'il faut, c'est de créer des besoins. Et puis D'accord. ce qui est aussi peut-être ce qui peut permettre de comprendre, en fait, c'est une habitude linguistique qui s'est créée. Donc pour Mmh. l'enfant, la langue, majoritaire, elle fait partie de la relation avec son parent. Moi, je parle Mmh. comme ça, il me parle différemment, mais on se comprend. Et est-ce que nous, les parents, est-ce que nous, on pourrait comme ça, du jour au lendemain, par exemple, changer la langue qu'on utilise avec notre partenaire? Donc par exemple, à partir de demain, parlons anglais. On peut, parce qu'on est adulte, Oui. on peut avoir cette motivation interne, mais pourquoi faire? Mais ça va être compliqué, ça Oui. va changer toute notre relation. Ou disons, bon, l'anglais, c'est peut-être encore facile, mais notre troisième langue, où on n'est vraiment pas à l'aise, comme notre enfant qui n'est pas à l'aise dans sa langue minoritaire. Et donc, on peut pas, et on veut pas. Et donc, c'est pour ça Ouais. que l'enfant, il veut pas non plus, parce que pourquoi faire? Donc Ouais. voilà, l'enfant, il est pratique pour plus d'efficacité, il va utiliser la langue qui est plus facile pour lui, ou le parent le comprend tout de suite, il est à l'aise et voilà, il n'y a Mmh. pas de problème. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est tellement complexe, en fait, comme question. Ouais. Et j'ai une autre question. Quand est-ce que, quand est-ce que le bilinguisme réceptif se développe? Est-ce qu'il y a un âge, Mmh. particulier? En fait, non, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas il Mmh. n'y a pas d'âge. En général, ça se développe tôt, c'est-à-dire, l'enfant dès le début, Ouais. en fait, il n'a pas assez de bases solides. Donc en fait, ce qu'il faut, Mmh. c'est que l'enfant, quand il est petit, qu'il acquiert des bases solides dans sa langue minoritaire Mmh. et plus les bases sont solides, plus, moins il y a de probabilités qu'il développe le bilinguisme réceptif. Mais en fait, Mmh mh. souvent, ça arrive quand l'enfant va à la maternelle ou quand il commence à passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, Ouais. à l'extérieur avec Ouais. d'autres enfants ou avec Ouais. d'autres personnes. C'est-à-dire, si la Mmh maman mh. garde son enfant jusqu'à l'âge de 4 ans ou 3 ans à la Mmh mh. maison, bah, c'est plus probable qu'il garde Ouais. sa langue minoritaire. Et après, il y a d'autres moments clés, comme par exemple le début de l'école aussi. Il y a des Mmh devoirs, mh. il y a des activités, il y a des copains aussi qui sont importants. Mais en fait, ça peut arriver à tout moment. Adulte aussi, on peut perdre en fait notre langue parce que on quitte le pays et on n'a plus de contact avec notre langue et on Ouais. n'est plus capable de la parler. Et en fait, ça arrive souvent avec des expats, en fait, des expats, des gens qui quittent le pays pour s'installer avec les partenaires dans notre pays. Et donc, au quotidien, ils n'utilisent plus la langue maternelle parce qu'ils n'ont pas besoin. Ouais. Et après, il y a l'enfant qui apparaît et ils se disent: mais si, il faut que je la transmette, mais c'est compliqué parce que Ouais. c'est difficile pour moi de la parler». Bien sûr, c'est moins difficile que pour l'enfant parce que j'ai Ouais. passé 20 ans ou 18 ans avec cette langue. Mais Ouais. de nouveau, il faut qu'on active ce mécanisme. Ouais. Ça, en fait, c'est jamais acquis finalement. D'accord, c'est intéressant, c'est ouais, c'est très intéressant et donc quelles sont les j'ai une autre question, donc quelles sont les conséquences à long terme, c'est-à-dire, Mmh. enfin, que se passe-t-il si on laisse faire? Si est-ce qu'il faut là, les parents qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, est-ce qu'ils doivent considérer ça comme une situation, passagère, une étape dans le développement de l'enfant, qui va disparaître toute seule? Ou Non, bien est-ce que c'est vraiment, quelque chose qui dure, même à l'âge adulte? en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas Mmh. de règle et par exemple, quand on devient adulte, si on a développé le bilinguisme réceptif quand on était petit,
bah, il y a des parents, il y a des adultes qui perdent complètement la langue minoritaire Mhm. parce qu'ils l'utilisent pas. Et donc, j'ai aussi un exemple en fait d'une maman avec qui je travaille. Donc, elle avait deux langues. Son papa était albanais, sa maman était française. Elle était élevée en France. Et son papa, au début, lui parlait un peu en albanais, mais voilà, quand il voyait qu'elle répondait pas, bah, après, c'était Il qu'elle. a abandonné. Et aujourd'hui, elle est adulte et elle connaît pas sa langue maternelle, en fait, du papa, Mm. sa langue minoritaire. Euh, Mm. donc, et comme là, elle est en couple avec un Allemand et ils ont une petite fille, donc elle a dit, ah non, moi je veux que ma fille connaisse ces deux langues, le français grâce à moi et l'allemand grâce à son papa. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Donc en fait, il est possible qu'on perde la langue parce qu'on n'a pas de contact, même si au début on comprenait. Après, il y a Mm. d'autres situations où on est adulte et on comprend sa langue minoritaire, mais on ne la parle pas parce qu'il n'y avait pas de Mm. situation pour Mm. l'activer. Et puis, il y a d'autres qui, grâce à un contexte un peu particulier, par exemple, ils changent de pays, ils Mm. vont dans le pays de leurs parents, Ouais. ou ils rencontrent quelqu'un, ou ils font Mm. des études où cette langue est nécessaire, et ils se Mhm. mettent à la parler. Et donc, de Mm. toute façon, voilà, ils sont plus bilingues réceptifs, mais ils sont bilingues tout court. Mais il y a juste Oui, parce qu'il y a un besoin qui s'est créé. voilà, c'est le besoin. Par contre, il y a juste une petite question, c'est la question de l'accent. Parce qu'en fait, Oui, comme dit Claude Agege, donc c'est un linguiste français, euh, en fait, il a essayé de voir la question de l'accent, à partir de quel moment on n'arrive plus ou il est plus difficile de se débarrasser de l'accent étranger. Et donc, il y a l'oreille, donc il faut qu'on entende tous les sons, tous les phonèmes. Mais après, oui. il y a aussi les articulations dans la gorge. Et c'est vers 11 12 ans avec la puberté, en fait, qui arrive après, Mm. que les articulations se fixent. Donc, si on n'utilise pas D'accord. certains mouvements, finalement, pour Mhm. émettre les sons de notre langue minoritaire, ben après, on a du mal. Et donc, si on D'accord. commence à parler cette langue plus tard, même si jusqu'à là, elle était réceptive, ben, on peut garder un accent parce qu'on Un est accent, d'accord. à réchauffer les articulations, les faire marcher comme il faut. Voilà. Donc, déjà, ça ne disparaît pas tout seul. Et c'est pas Mhm. une étape, parce que si c'était une étape, ça voudrait dire qu'un jour, voilà, on se réveille et on va parler dans notre langue minoritaire. Et non, parce que ça nécessite de l'effort, en fait. Un effort, Ouais. et ça ne peut pas s'activer tout seul. Donc, Mhm. mais s'il y a un événement déclencheur, qu'on soit petit Mhm. ou grand, bah, on peut se mettre à parler cette langue. Mais il faut un Mhm. événement fort, qui dure. Ouais. Et par exemple, ce qui marche très bien, c'est des vacances dans le pays Mm. du parent. Mm. Si l'enfant reste un mois ou 2 mois ou même 3 semaines, ça aide beaucoup. Il faut juste faire Mm. attention que quand on rentre, il faut vraiment maintenir cette langue. Parce que Ouais. ce qui arrive souvent, c'est qu'au bout de 2 3 semaines, l'enfant, il perd la Ouais. capacité. En fait, il l'appelle pas complètement, mais c'est une capacité dormante, on dirait. Mhm. Il commence à parler de plus en plus dans la Ouais, langue. l'effet retombe. Oui, oui. Et c'est de plus en plus compliqué. Et il se dit, ah oui, mais si je dis ça, bah, allez, je fais dans la langue du pays, ça va plus vite. Donc la Ouais. langue minoritaire. Et Ouais. l'utilisation de la langue minoritaire descend. Donc Mm. c'est pour ça que c'est Mm. vraiment complexe comme question. Ouais. Donc ça nous amène justement à la dernière question, comment faire en tant que parent et même en tant que professeur pour aider un enfant qui développe du bilinguisme passif, du Ouais. bilinguisme réceptif, pardon. Alors, donc pour que l'enfant... Déjà, par exemple, dans notre attitude en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Si notre enfant nous répond dans l'autre langue, on fait comme si de rien n'était? Ou alors on réagit, on le reprend, on reformule la phrase? Oui. On fait quoi? Donc, il y a deux questions là. Il y a que faire un peu en général et après, Mm. la réaction, ça va être Ouais, plus détaillé en fait. Donc, déjà, pour que l'enfant parle une langue, il faut les contacts et les besoins. Pour que ouais. l'enfant connaisse une langue, donc c'est le linguiste réceptif, il suffit les contacts. Pour qu'il parle la langue, il faut le besoin. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Mm. la langue minoritaire, et comme ça, l'enfant, Mm. il voit le besoin, il est motivé. Et après, il n'y a pas de formule magique. Donc, on ne peut pas Mm. dire qu'on fait ça, ça et Il y ça, a pas de et méthode. dans 3 mois, l'enfant, il va parler. Non. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire au quotidien qui aident. Donc, déjà, ça, c'est une sorte de processus, en fait. Donc, à moyen terme, ce qu'il faut faire, c'est augmenter les contacts avec la langue minoritaire pour la rendre plus facile, mais aussi plus attractive. Donc, il faut parler avec l'enfant, bien sûr, on le fait, mais peut-être il faut parler un peu plus. Il faut peut-être faire des discussions un peu plus intéressantes pour l'enfant. Il faut lui proposer aussi des chansons, des livres, hein. Il y a
Les parents, ils le font déjà, mais des livres, des films, des histoires, des poèmes, Mmh. des Mmh. devinettes. Il faut stimuler l'enfant, il faut Mmh. l'encourager, il faut le féliciter quand il fait de l'effort. Il faut lui demander de répéter. Il faut essayer de créer un besoin, donc une motivation. Ça peut être une personne qui ne parle pas notre langue majoritaire. Ça peut être un élément de la culture ou une idole, par exemple. Mmh. Quelque chose qui peut inspirer l'enfant, qui va lui donner envie de faire un peu Mmh. d'effort. Ça peut être aussi un élément identitaire. Après, créer des situations où la langue est nécessaire, comme par exemple la rencontre avec d'autres enfants qui parlent la langue Mmh. minoritaire et qui la parlent bien, ou Oui. des activités en groupe par exemple aussi, ou dans une école de langue, ou des rencontres avec la grand-mère ou avec des cousins par Zoom. Mmh. Après, il faut peut-être analyser aussi l'attitude de l'entourage et voir s'il n'y a pas quelque chose qui fait que l'enfant n'a pas Mmh. envie. Parce que ça, parfois, enfin, en fait, l'enfant, il nous dira pas, mais nous, on peut observer ça. Et puis, voilà, améliorer aussi peut-être l'attitude de l'enfant. On peut aussi se référer, ou on peut, oui, à nos racines, à l'identité familiale de l'enfant. Et puis, Mmh. ce qui aide le plus, c'est passer du temps dans le pays. Mais bon, ça, c'est pas toujours facile, mais là, je voulais juste donner un exemple parce que c'est vraiment parlant et ça peut être très fort. J'avais une petite, en fait, c'est pas, j'avais une petite fille. J'avais une maman, en fait, avec qui je travaillais et sa fille, en fait, elle connaissait pas du tout sa langue minoritaire. Et à 5 ans, en fait, c'était après le Covid, donc elle allait dans le pays avec sa maman et elle a rencontré pour la première fois, en vrai, sa grand-mère. Et là, c'était une sorte de coup de foudre. 2 mois. Mais après, bon, la petite fille, elle est rentrée récemment dans son pays, mais elle s'est tellement attachée à sa grand-mère qu'elle avait vraiment besoin Ouais. de la voir, hein. Et donc, elles ont instauré une sorte de rituel par Zoom. Et donc, la petite fille, elle faisait vraiment beaucoup d'efforts, hein, parce que pour elle, c'est très important. Elle savait que uniquement Ouais. en parlant la langue de sa grand-mère, hein, Ouais. elle peut communiquer avec elle, sinon, c'est pas possible. Ouais. Et donc, Ouais. voilà. Et donc là, ça a marché. Et maintenant, elle parle aussi avec sa maman dans sa langue minoritaire. D'accord. Parce que ça lui permet d'avoir une garantie que les contacts avec la grand-mère va. D'avoir ce contact, ouais. Donc, pour moi, la question du sens. Donc, il y a la motivation, comme je disais, interne et externe. Mmh. Et donc, voilà, l'école de langue, ça aide beaucoup aussi. Puis, Mmh. après, voilà, un soutien extérieur avec quelqu'un, bah, comme moi, par exemple, ou d'autres, pour créer des besoins ou aussi des habitudes linguistiques. Et là, par rapport comment se comporter en fait, parce que je pense que c'est ça qui intéresse le plus les parents qui Oui. nous regardent, comment réagir. Donc, en fait, il faut pas continuer comme si de rien n'était. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple, je sais pas, je parle à mon fils en polonais, il me répond en français et on se comprend et que tout va bien. Mais non, c'est pas une situation Oui. optimale. On peut pas dire que tout Ouais. va bien parce que ce n'est pas normal en fait qu'on parle ensemble et qu'on parle pas dans la même langue. Donc en fait, Mmh. il faut pas qu'on accepte ça. Donc il faut que Mmh. l'enfant voit qu'il y a un petit, pas malaise, mais en fait que cette situation n'est pas optimale et qu'il faut qu'elle change. Donc il faut qu'on lui envoie des signaux. Donc il faut qu'il, Mmh. peut-être pas tout le temps parce que c'est insupportable, mais il faut Oui. non, sinon, pas. Mais il faut qu'il voit que ça doit changer. Peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais dans un mois. Il faut qu'il voit Ouais. qu'il faut faire un peu plus d'efforts. Il faut essayer. Et moi, je vais essayer aussi. Je vais peut-être parler plus doucement. Et on va trouver un Ouais. compromis. Mais l'idée, c'est qu'il voit Ouais. que ça ne peut pas durer. Donc, on peut Ouais. traduire sa phrase dans notre langue, par exemple, et demander, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est ce que tu voulais me dire? Hein. Ou on peut lui dire, est-ce que tu peux répéter comme moi je l'ai fait? Tu répètes. Tu vois, comme ça, la Mmh prochaine mh. fois que tu vas répéter, ça va être plus facile. Ouais. Ou est-ce qu'on peut lui demander, c'est ça ce que tu voulais dire parce que je suis pas sûre. Ou peut-être c'est ça, Ouais. dis-moi. Mmh. Ou Oui, parce que comme ça, on lui donne les structures, oui, on lui donne le matériel linguistique pour oui, répondre. on lui fournit et après il Mmh. choisit. C'est déjà Mmh. ça. Et lui montrer, mais en fait, moi ce que j'attends de toi, c'est qu'on parle dans la même langue parce que c'est complètement Mmh. différent. Et toi, Mmh. tu le fais avec ton papa et avec moi, pourquoi on peut pas le faire? Mais tu vois là, c'est différent. Bon, moi, je le sens pas comme je voudrais le sentir. Après, Mmh. attention, il faut pas lui dire, «Non, si tu me réponds pas dans ma langue, on parle pas». Ça, Oui, ça, faire attention à pas tomber dans un chantage qui non, serait complètement contre-productif. ouais, en fait, c'est surtout que l'enfant, il va se dire: «Bah, maman, elle m'aime parce que moi, j'ai fait de l'effort, et sinon» Ouais. en fait, non, on aime nos enfants parce qu'ils sont c'est parce que c'est nos enfants et en plus, ce qui est encore
plus peut-être perfide, c'est que ça peut marcher. Mmh. Parce que l'enfant, si on le fait quand l'enfant est petit, il va se dire: «Ben, moi, j'ai besoin», en fait, «j'ai besoin de parler avec maman et si elle me dit qu'elle ne veut pas me parler, ben, moi, je ferai tout pour parler avec elle». Mais en fait, ça Mmh. a quand même des effets secondaires, hein, parce que ça reste dans Mmh. la tête de l'enfant quelque part. Maman, elle m'aime Mmh. parce que je fais de l'effort, je fais des choses pour lui plaire, hein. Donc elle m'aime Mmh. pour ce que je fais et pas pour ce que je suis. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Après, comme je disais, il n'y a pas une formule magique. C'est quelque chose qui dure, hein, c'est un processus. Mmh. C'est pour ça que quand on travaille Mmh. avec les parents, moi je travaille pendant 1 an et demi, Mmh. voilà, pour instaurer des Ouais. habitudes. Et ce qui est important, c'est qu'il faut observer notre enfant, parce que chaque enfant est différent. Il faut voir à quoi il est sensible. Mmh. Et voilà, si on voit quelque chose qui ne marche pas, ben, on change et on essaie quelque Mmh. chose d'autre. Mmh. Et réellement, ça Mmh. ça va marcher. Il faut juste y croire et il faut que l'enfant voit qu'on tient à ça. OK, voilà, c'est Ouais. important pour nous parce que si l'enfant dit: «Non, maman, elle a abandonné», bah, à ce moment-là, bah, on parle comme ça et c'est très bien. Ouais. Mais en fait, non, c'est pas très bien et c'est pas bien ni pour nous, ni pour l'enfant. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Et oui, et je me suis dit aussi parce que toi, tu travailles aussi avec des enfants, mmh, aussi bien des enfants en Espagne, des enfants d'origine française, mais des enfants aussi Oui. qui sont d'origine française, mais qui vivent dans d'autres pays. Oui. Et en fait, donc en Espagne, j'imagine que les enfants, ils savent que tu comprends et que tu parles espagnol, mais il y a Oui. voilà, mais il y a d'autres enfants, par exemple en Australie, peut-être ils savent pas que tu parles anglais. Et du coup, est-ce que tu vois la différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus facile pour Eh accès? ben, c'est intéressant comme question, mais complètement, complètement. Mes élèves ici en présentiel en Espagne, ils savent que je parle espagnol parce qu'ils m'ont vu parler peut-être avec leur père espagnol ou parce que enfin, voilà, ils me connaissent. Et, ils m'ont vu aussi parfois en dehors du contexte de la classe. Mais, les élèves que j'ai online en Australie, par exemple, ils ne savent pas que je parle anglais. J'aurais jamais prononcé un seul mot d'anglais devant eux. Et ça marche. Ils ont beaucoup moins tendance à recourir à l'anglais en classe. Oui. C'est un peu comme Euh, il y a des familles qui prennent aussi, par exemple, une baby-sitter, hein, dans leur pays, ouais, ouais, qui n'est pas censée comprendre, qui connaît pas la langue ouais, majoritaire. Bon, parfois, ouais. en fait, les baby-sitters, elles arrivent aussi ici pour apprendre la langue. Oui, ouais, Mais ouais, ouais, voilà, avoir quelqu'un comme ça à la maison, par exemple, une grand-mère ouais, qui comprend ouais, la langue, ça c'est très bien. Mais ouais, après, ce qui est super aussi avec l'école, c'est que c'est vraiment toutes les semaines. Tu vois, ouais, c'est quelque chose de régulier et c'est plus ouais. facile aussi de restaurer chez l'enfant cette habitude. Oui, Ouais, pour tout à fait, tout à fait. ouais. Très bien, bah, en tout cas, c'était très, très intéressant. Je pense que, enfin, j'espère qu'on aura aidé les familles qui vivent ça. Et voilà, j'ai moi-même appris beaucoup de choses et c'était très intéressant en tout cas. Je te remercie. Et si jamais s'il y a des parents qui nous regardent et s'ils ont d'autres questions, voilà, il suffit de nous Oui, écrire et on va essayer de le développer dans un prochain épisode pour tout vous à aider. fait. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, Blandine. Au revoir.